Bonjour à toutes et tous, et surtout merci à Eric qui nous revient tout chaud du Brésil, étant arrivé hier. Donc il a accepté quand même de digérer un peu le décalage horaire pour être avec nous. Euh, Tout de suite à sa place, je vous demande des excuses si sa voix flotte un peu parce qu'il a pris une extinction de voix dans un bus brésilien qui, comme tout bon bus brésilien, avait un petit peu poussé sur la clim et donc lui a fait mal à la gorge. Voilà. Donc nous en sommes à la deuxième rencontre de préparation pour le voyage qui va se dérouler au mois de janvier, où un groupe de Françaises et Burkinabés va aller à la rencontre de leurs collègues brésiliennes. Ce soir, nous avons avec nous Éric Sabourin du CIRAD, qui a beaucoup travaillé sur l'intérieur du Brésil et était encore il y a peu finalement pas très très loin de l'intérieur du Pernambouc. Pour ne pas perdre de temps, Eric, je te donne la parole pour à peu près une demi-heure et donc une présentation sur l'agroécologie et les mouvements sociaux dans le Nord-Est. À toi de jouer. Merci, merci Gilles, merci Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Donc je suis vraiment très content de changer un peu de public et de retrouver mon public préféré dans les rencontres de ce type-là au Brésil, c'est-à-dire les agriculteurs et c'est aussi souvent le public préféré quand on donne des cours dans des formations professionnalisantes. Donc je vais parler assez bas parce que j'ai effectivement encore un peu d'extinction de voix. Et j'ai rajouté beaucoup de texte dans mes diapos, ce que je n'aime pas faire d'habitude, mais ça pourra compenser si je dois baisser la voix, vous aurez toujours les informations. N'hésitez pas à m'arrêter et à poser des questions s'il y a des questions de compréhension et on aura tout le temps de débattre et continuer plus tard. Donc, je vais présenter si, en 30 minutes, à part une petite intro sur les conditions de l'agriculture qui sont propres au nord-est et surtout au nord-est semi-aride, deux parties, une sur les racines, les trajectoires de l'agroécologie au nord-est et comment s'est structuré un mouvement social au début autour de l'agriculture familiale et très rapidement autour d'une agriculture familiale qui intégrait, et paysanne qui intégrait la proposition agroécologique et développer un peu le cas du territoire de la Borborema, dans la Paraíba, ben, là où j'étais la semaine passée, autour de la SPA, qui est une ONG qui va fêter ses 40 ans et qui a été assez exemplaire et déterminante dans le cas de l'évolution du territoire de la Borborema. Et de par ses aspects formation de leader, a pu faire évoluer considérablement le rôle des femmes dans la direction des institutions et des mouvements sociaux. Vous voyez l'état de la Paraíba, il est juste au-dessus de Pernambuco, entre Rio Grande do Norte et Pernambuco, sur la côte atlantique. Mais on parle surtout d'agroécologie, non pas sur le littoral qui est dédié à l'agrobusiness de la canne à sucre et au tourisme, mais dans l'intérieur des terres, dans la zone de pluviométrie intermédiaire qui est la zone où passe la ligne jaune qui contourne le semi-aride dans la carte d'à côté. La zone dont on va parler après, le territoire de la Borborema, elle est à cheval sur à la fois le semi-aride, c'est-à-dire une agriculture de zone sahélienne avec essentiellement de l'élevage, l'Agreste qui a une pluviométrie qui permet encore des cultures autour du maïs et du haricot, et la zone du Brejo, qui est une zone encore un peu plus humide, plus près de la frontière. Alors, quel type d'agriculture pluviale au nord-est? Des cultures alimentaires, manioc, maïs, haricot, qui ont toujours été associées à des cultures commerciales, le coton, le sisal, le ricin, la pastèque, la pomme de terre, le tabac également, et de l'élevage extensif bovin, caprin et ovin sur les pâturages naturels, la végétation qu'on appelle donc la caatinga, sur des pâturages artificiels essentiellement
des graminées et parfois un peu de légumineuses. Et dans les bas-fonds, on cultive pour l'ensilage ou pour le distribuer en verre le pénicétum, le napier, la canne à sucre fourragère et le cactus fourrager, les photos qu'on peut voir en bas. Et ça, c'est la base de l'agriculture familiale du Nord-Est. Et effectivement, elle est confrontée à une concurrence de politiques héritées de la Révolution verte, qui sont les mêmes, qui ont les mêmes modèles d'appui à l'agriculture qui étaient proposés à la fois pour la grande exploitation et pour l'exploitation familiale paysanne. Et on essayait de copier en petit, avec moins de moyens, les modèles de l'agrobusiness irrigué ou des grands élevages. C'est-à-dire que les crédits qui ont été mis en place jusque dans les années 2000 étaient essentiellement des crédits pour des intrants chimiques externes qu'on dirigeait sur les cultures commerciales. Et avec la réduction ou la fin de ces cycles de monoculture commerciale à cause de la dégradation des sols, les faillites parce qu'on ne pouvait pas rembourser le crédit, il y a eu énormément de crises de ce modèle agricole inadapté au nord-est semi-aride. Il y a eu des tentatives d'intensification fourragère pour l'élevage bovin à partir d'irrigation de compléments à partir de petits barrages en terre ou de puits alluvionnaires, mais il y avait toujours d'énormes pertes d'eau, infiltration, salinisation. Et on a développé, à cause de ce modèle Révolution verte, des élevages bovins de lait ou de viande qui étaient tout à fait inadaptés parce qu'il y avait des problèmes d'alimentation, d'accès à l'eau les années sèches. Et ces années sèches ont été extrêmement souvent répétées ces dernières années. Il faut noter 12 années sèches de suite entre 2011 et 2020. Et donc une adaptation aussi très difficile des races ovines et caprines productives du sud du Brésil qui étaient importées d'Europe. Donc c'est la faillite un peu de ce modèle et les difficultés pour l'adapter. On verra plus tard dans quelques diapos quel est le modèle, le contre-modèle qu'ont proposé les mouvements sociaux à partir de l'agroécologie, mais pas uniquement. Et donc je fais juste une rapide historique de racines, des origines, de l'évolution de l'agroécologie. Elle naît dans les années 70, non pas sous le nom d'agroécologie, mais sous le nom d'agriculture alternative ou agriculture familiale, à cause du rôle essentiel de l'Église catholique, du mouvement des Sans-Terres, qui était aussi à l'origine lié dans le Sud à l'Église catholique, et d'ONG socio-environnementales comme la SPTA et d'autres, qui ont profité d'un mouvement lié à la théologie de la libération de l'Église catholique, les communautés ecclésiastiques de base, les CEBS, qui s'est prolongé dans des mouvements et des ONG d'éducation populaire en milieu rural, avec des financements en appui aux ONG de l'Église catho locale, d'ONG européennes et nord-américaines d'obédience chrétienne normalement. Il y a eu également l'action de la formation syndicale du département rural de la CUT, la Centrale unique des travailleurs, qui est le principal syndicat de travailleurs au Brésil, et qui pendant très longtemps n'était pas, n'intégrait pas les fédérations de syndicats d'agriculteurs familiaux, de travailleurs ruraux, qui avaient été créés sous la dictature et qui étaient encore liés à des obédiences qu'on appelle, disons, de soumission au parti et à la dictature et aux partis qui sont issus de la dictature et qui était donc un syndicalisme relativement complaisant à l'égard du pouvoir. Mais peu à peu, dans les années 80, 90 et ça se termine dans les années 2000, la plupart des fédérations des États fédérés des, des syndicats de travailleurs ruraux ont rejoint la COUT. Et à ce moment-là, la formation syndicale du département rural de la COUT, qui avait été essentielle, notamment pour la formation des femmes dans l'agreste de la Paraïba, mais dans d'autres régions également, a cessé ses activités sans qu'au nord-est, un relais soit assuré pardon, par les nouveaux syndicats de l'agriculture familiale. Dans les années 80, toujours autour des paroisses de l'Église catholique, émerge un réseau de banques communautaires de semences qui permettent de conserver les semences de cultures vivrières
maïs et haricots en particulier, d'une année sur l'autre, et d'éviter d'avoir recours à l'utilisation des semences hybrides qui ne pouvaient pas être reproduites par les paysans et qui étaient distribuées par le gouvernement. Donc il y a toute une succession, à partir des années 90, d'institutions qui sont liées au phénomène de redémocratisation du Brésil à partir des années 85-86, du retour d'exilés. Les fondateurs de la SPTA étaient exilés en France et travaillaient à l'INRA. Il y a donc la phase qui est une fédération d'associations d'ONG très progressistes, appuyée par diverses ONG, églises chrétiennes dans le monde, notamment la CIMAD et CCFD pour la France, qui propose le projet PTA, projet de technologie alternative. Non, non. Et très vite, sous l'impulsion de la SPTA, une de ces ONG, dont le siège est à Rio, mais qui a très vite mis un deuxième siège à Recife pour le Nord-Est, dans le Pernambouc, qui avec des projets dans le Pernambouc et le projet Paraíba, a permis de structurer une assistance technique, mais également toute une formation, euh, non pas syndicale, mais une formation quand même sociopolitique, qui a été essentielle pour l'appui des syndicats, mais également d'autres associations et coopératives de l'agriculture familiale, et qui était associée à une proposition dès les années 93-94 d'alternatives agroécologiques. On ne parlait pas tant d'agroécologie, mais d'agriculture alternative. Mais en fait, c'était déjà ce même type de proposition, sauf qu'au début, il était un peu rudimentaire. Il était axé sur les 3 C, les courbes de niveau, le compost, et le troisième C, c'était les couvertures mortes, je crois. Et ce projet se structure dans la Paraíba avec l'appui de la SPTA dans la région de la Borborema en 93 autour de 3 communes. Il crée avec d'autres ONG et avec les syndicats d'agriculture familiale une articulation nord-est des banques de semences communautaires. Et en 99, l'articulation semi-aride de la Paraíba obtient du gouvernement de la Paraíba une loi et une politique de valorisation des reconnaissances des semences indigènes qui peuvent se substituer aux semences hybrides distribuées par le gouvernement. En 2000 se crée l'ASA Nord-Est, d'abord l'ASA articulation semi-aride dans d'autres États fédérés que la Paraíba, Pernambouc, Ceará, Sergipe, Bahia. Et donc en 2000, on crée une ASA Nord-Est, une ASA Brésil, qui fédère toutes ces articulations au niveau des États fédérés. En 2001, le pôle syndical de la Borborema réunit les syndicats de travailleurs ruraux de 16 communes avec l'appui de la SPTA. Au lieu des 3 communes initiales, on va commencer le travail de la SPTA. Et les réseaux d'agroécologie au Nord-Est se sont multipliés avec la création de l'ANA, l'Articulation nationale d'agroécologie en 2002. Et ces réseaux ont multiplié des rencontres, des échanges techniques, mais thématiques également sociaux, politiques, entre différentes institutions, différentes organisations d'agriculteurs, entre différents États du Nord-Est. Et le cas particulier de la Paraíba et de la région de la Borborema, c'est qu'ils ont mis en place, sur le modèle paysan à paysan du Nicaragua, du Costa Rica, des dispositifs d'agriculteurs et d'agricultrices expérimentateurs qui testaient en milieu réel des alternatives agroécologiques, qui étaient appuyés par l'université, par la SPTA, et qui ont organisé, comme les congrès de paysans à paysans, des rencontres nationales, régionales, locales d'agriculteurs et d'agricultrices expérimentateurs. Alors tout ça a été ensuite appuyé par les politiques agricoles, d'agriculture familiale et les politiques sociales du gouvernement Lula à partir de 2003. Alors il y a en particulier le fait que l'ASA Brésil, l'ASA qui réunissait les articulations semi-arides de tous les États du Nord-Est, est financé par la Fédération des banques. C'était de l'argent privé, ce n'était pas de l'argent public, pour le programme 1 million de citernes. Un nouveau crédit agricole avec un PRONAF, c'est un programme de crédit agricole qui avait été mis en place en 96, mais qui a appuyé en gros que
le financement de filières classiques d'exportation qui appuient des projets d'agroécologie, des projets spécifiques aux femmes, spécifiques aux semi-arides, aux jeunes, etc. Mais qui sera très peu mobilisé parce que les services d'assistance technique et les banques n'y sont pas favorables parce qu'ils ne connaissent pas ces nouveaux systèmes. Il y a les achats publics d'aliments qui ont été déterminants pour l'agroécologie, le programme d'acquisition d'aliments et le programme national d'alimentation scolaire, parce qu'ils offraient un prix garanti, mais un prix bonifié de 15 à 30 pour les produits bio et agroécologiques. Donc ce mouvement, il se structure parce qu'il est capable à la fois de proposer des alternatives en matière de politique publique, de négocier ces politiques publiques, mais également de les mettre en œuvre dans des démarches participatives qui deviennent possibles parce que le gouvernement Lula numéro un met en place une politique participative de développement rural territoire à l'échelle des territoires. Comment en général sont apparues toutes ces politiques publiques à différentes échelles, municipales, régions, États fédérés, États national? Toutes, dans tous les pays du monde où on a fait, d'Amérique latine, où on a fait des études à plusieurs époques, ont été absolument mises en place sous la pression des mouvements sociaux ruraux, dans la mesure où ils arrivaient à constituer des coalitions assez larges, avec des alliances avec d'autres secteurs, notamment l'université, la recherche agronomique et certains députés, certains secteurs de l'administration. C'était le cas au Brésil, mais il y a également des cas de réponse à des crises environnementales, l'ouragan Mitch ou le, dans le cas du Nicaragua, à des crises financières en Argentine en 2001, ou géopolitiques dans le cas de Cuba. Eh ben, on retrouve généralement ces mêmes, euh, ces mêmes éléments complémentaires de mise en place de politiques d'agroécologie ou d'initiatives d'agroécologie au niveau local ou territorial, dans la mesure où la zone du nord-est semi-aride subit plusieurs crises environnementales, de sécheresse ou au contraire d'inondations, des crises financières, parce que c'est les États les plus, ou le PIB le plus bas du Brésil, des crises géopolitiques pas encore, mais ça peut arriver, parce qu'il y a énormément de flux migratoires qui déstabilisent, c'est le cas en Amazonie, mais qui peuvent déstabiliser ces régions. De toute façon, tous ces instruments de politique publique en faveur de l'agroécologie ont toujours mis en place d'abord à partir de propositions, et c'était le cas au Nord-Est, ce n'était pas uniquement des revendications, c'était des propositions alternatives. Et les organisations de producteurs agroécologiques, elles réunissent un public de producteurs familiaux paysans qui est capable de s'organiser à plusieurs niveaux. On l'a vu avec l'exemple du territoire d'Aborguerema à l'échelle locale, communautaire, les banques de semences, à l'échelle municipale avec les syndicats de travailleurs ruraux qui sont constitués à l'échelle municipale, et puis à l'échelle territoriale avec les pôles syndicaux comme celui de la Borborema, qui existent ailleurs au Brésil. On ne les appelle pas forcément pôles syndicaux, il y a d'autres. Et puis dernièrement, dans la périphérie des villes, avec les communautés d'appui à l'agriculture, les CSA, qui se développent, en particulier autour de Jean Pessoa dans la Paraíba, autour de Recife, autour des grandes villes ou des villes moyennes du Pernambouc, y compris Petrolina, Juazeiro. Et cette consolidation, elle tient à la constitution à la fois de dispositifs de partage de connaissances, de savoir-faire, toutes ces occasions qui fonctionnent en réseau d'échanger des semences, d'échanger les savoir-faire autour de ces semences, mais aussi des boutures, différents types de matériel et de techniques. Et puis la consolidation, elle tient à l'élément, au pilier économique, c'est-à-dire des marchés agroécologiques à l'échelle locale ou territoriale. On a commencé avec 3 marchés dans les années 2000 dans la Paraíba, dans la Borborema. Aujourd'hui, il y en a 15, dont 3 dans la ville de Campina Grande qui draine une production rurale importante dans le périmètre de la ville de Campina Grande. Et aujourd'hui, il y a 12 marchés sur le territoire de Borborema et 7 boutiques de vente directe des paysans. Quelle est l'alternative que propose la cohabitation avec le semi-aride, que propose le mouvement agroécologique? Euh, c'est à la fois une politique de décentralisation des pratiques
et des initiatives agricoles et d'élevage, qui est fondée sur des valeurs paysannes, l'autonomie, la valorisation des attributs locaux du sommet aride, comme on valorise la sécheresse comme attribut plutôt que d'en faire une plaie. Et c'est donc tout un système de redistribution et de décentralisation de petites sources d'eau qui s'oppose à la concentration dans les grands réservoirs ou dans les grands périmètres irrigués, avec des technologies sociales de captage de l'eau décentralisées peu coûteuses, les citernes, les barrages souterrains qui limitent l'évaporation, et des principes d'autoconstruction et de crédit rotatif, les fonds de roulement qui permettent de multiplier les financements au niveau local. La gestion des semences locales, haricots, maïs, avec les banques de semences et le statut juridique obtenu dans plusieurs États du Nord-Est de ces semences indigènes, l'amélioration des races locales de petits ruminants et la production agroécologique qui devient une, euh, une norme, une proposition qui gagne énormément d'espace dans certains de ces territoires. Alors, ce n'est pas généralisé, elle reste minoritaire, y compris au nord-est, mais elle gagne de plus en plus d'espace. Alors, pour revenir sur le rôle qu'a eu le mouvement syndical dans le cas du territoire du Borborema, il faut parler également du rôle des femmes. Dans tout le nord-est, et en particulier dans la région de la Borborema, les hommes émigraient à cause de la pauvreté pour travailler la canne à sucre, notamment dans le sud du Brésil, dans la région de São Paulo, ou pour faire d'autres activités de cueillette d'oranges, de récolte de café, etc. Et les femmes se retrouvaient seules à la maison, ou une partie de l'année, ou plusieurs années de suite. Et c'est donc elles qui assuraient les cultures alimentaires, très souvent dans ce qu'on appelle le quintal, c'est-à-dire un jardin, un potager de proximité près de la maison. Et donc, c'est elles qui ont bénéficié à la fois des formations syndicales et qui ont peu à peu été mieux alphabétisées, mieux éduquées que les hommes. Souvent, elles assuraient le catéchisme dans des groupes de catéchèse au niveau de la paroisse. Elles ont appris à parler, elles ont appris à s'exprimer en public, à enseigner aux jeunes le catéchisme et très vite à enseigner d'autres choses. Elles ont lu, elles se sont formées politiquement grâce au département de la Côte rurale, bien avant que la Fédération des syndicats de travailleurs ruraux de la Paraïba n'adhère à la Côte. Et donc, on s'est trouvé avec un noyau, une pépinière de jeunes femmes agricultrices qui avaient acquis des capacités tellement supérieures à celles de leurs compagnons ou de leurs maris, qu'elles ont pris la direction des syndicats et très très vite, elles ont pris la direction du pôle syndical de la Borborema. Alors ce pôle qui s'est constitué à partir de 16 communes a très vite développé et généralisé à l'échelle de tous les affiliés du syndicat des propositions et différents systèmes, des systèmes qui sont en plus adaptés à la diversité, au microclimat que je mentionnais, le semi-aride, la Grèce et le Brégeau, les terres un peu plus humides. Et c'est ça qui fait la richesse de cette proposition, c'est qu'il n'y a pas une méthode ou une proposition unique d'agroécologie, mais différents systèmes très adaptés aux situations spécifiques. Alors là, quelques exemples. On associe toujours le maïs et le haricot à d'autres cultures commerciales, mais également alimentaires. Ça peut être les fruits, on voit des grosses courges, ça peut être toutes les productions maraîchères qui, avec très peu de terre, peuvent être valorisées dans les marchés, y compris dans les supermarchés, les races caprines locales, et bien sûr des cultures commerciales. Là, on voit du ricin à côté du maïs. Ensuite, il y a une dimension territoriale qui a très vite pris ce mouvement en fédérant les initiatives des syndicats qui n'ont de mandat qu'au niveau municipal, essentiellement à partir de la gestion des connaissances et de la gestion de l'eau. La gestion des connaissances, parce qu'un territoire, un microclimat, une unité géographique, elle ne suit pas le contour des municipalités, des communes, elle suit des contours territoriaux, géographiques, hydriques. Et donc, ils ont appris à faire les diagnostics de leurs propriétés, de leurs exploitations, mais également des diagnostics à des échelles plus larges et à comparer les résultats et à en tirer des enseignements au niveau des adaptations agroécologiques, mais également des adaptations politiques en matière de gestion
des ressources et de négociation avec les pouvoirs locaux, municipaux ou territoriaux. Et donc, il y a eu un énorme programme, une suite de programmes et d'actions de promotion du réseau d'agroécologie de la Grèce de la Borborema, qui est plus vaste que le territoire de la Borborema. Il y a 12 000 familles qui ont bénéficié de techniques de réserve d'eau, 65 banques de semences communautaires sur 12 communes du pôle syndical de la Borborema, qui touchent 2 000 familles formées à l'analyse et à la gestion et à la conservation avec des, des fours, avec des microscopes, avec différents types d'instruments de gestion des semences locales et une capacité de stockage de plus de 65 tonnes. Il y a 200 femmes impliquées dans la transformation des fruits, alors différents processus de transformation des fruits locaux. 10 marchés écologiques au moment où j'avais écrit cette diapo, il y en a 12 maintenant dans les 9 communes principales de la Borborema et 6, 7 boutiques de vente directe. Bon, ça c'est la même chose en portugais, c'était plus détaillé. Alors il y a une Éco-Borborema qui est une association des producteurs agroécologiques de la Borborema qui s'est créée. Elle dépend énormément de cette capacité de gestion, de négociation politique des jeunes femmes, qui sont moins jeunes qu'à l'époque où j'ai commencé à travailler. C'était les filles des agriculteurs expérimentateurs avec lesquels je travaillais dans les années 90-2000. Et je les ai vus se former, je les ai vus aller à l'université. Et donc aujourd'hui, toutes les instances du pôle de la Borborema sont dirigées par des militantes, des femmes paysannes, et qui continuent parfois à temps partiel l'activité agricole, parfois c'est leurs compagnons qui restent à s'occuper de la ferme, et elles sont entièrement dédiées à la coopérative ou à l'association. Donc l'association Borborema, dirigée par plusieurs femmes, fédère l'appui au marché agroécologique et aux boutiques paysannes. Elle assure la certification sociale des produits, qui est une certification gratuite. À la différence de la certification participative, elle ne permet pas l'exportation ou la vente en supermarché, puisqu'elle elle est réalisée gratuitement par les agriculteurs et leurs organisations eux-mêmes, par des pairs, mais elle permet la vente directe, et, y compris au-delà de la municipalité, de la commune. Il y a d'énormes besoins de formation parce que ce sont des populations jeunes, des municipes, des communes très petites en superficie, mais avec une population très dense. Mais il y a un énorme effort d'information, de partage d'informations, de partage des résultats des expérimentations qu'ils mettent en place. Et enfin, la coopérative Borborema, qui permet de transformer le maïs, et un maïs qui n'est pas un maïs euh, avec des cultures OGM, comme c'est le cas partout ailleurs. Et on ne trouvait plus sur le marché brésilien de semoule de maïs qui ne soit pas transgénique, et ils produisent maintenant non seulement le flocon, les semoules de maïs dont on fait le couscous de maïs et pas de blé dans le cas du nord-est du Brésil, mais également tout un tas d'autres sous-produits de maïs, y compris des sous-produits pour l'alimentation des animaux. Alors, quelles sont les tendances et les perspectives au-delà du cas de la Borborema au niveau régional? Il faut noter que, en dépit des cycles politiques entre les gouvernements plus progressistes ou au contraire très conservateurs dans les États du Nord-Est et surtout au niveau de l'État fédéral au Brésil, il y a eu une reconnaissance des mouvements de l'agroécologie d'abord par les consommateurs à cause des marchés agroécologiques, ensuite par d'autres organisations d'agriculture familiale qui ont quand même été impressionnées par leur capacité à occuper les marchés, à mettre en place des systèmes de culture durable, par les pouvoirs publics locaux qui sont très touchés par la, la, la capacité justement d'initiative, de mise en place d'expériences du mouvement agroécologique, et de plus en plus par les bailleurs. Il y a énormément de tentatives de récupération à la fois du concept d'agroécologie dans les politiques et des initiatives des mouvements. L'agrobusiness vert, ça existe. L'agrobusiness autour de la production bio et de la monoculture bio, ça existe. Le semi-direct également, qui se fait associer à un mouvement de conservation des sols autour de l'agriculture de conservation. Mais c'est le même cas en France, hein.
En France, le FOL avait intégré dans sa politique d'agroécologie le semi-direct. Il y a une menace actuellement, et c'est le cas dans la Paraïba, parce que ça correspond à un couloir de vent très puissant, et en particulier dans le territoire de la Borborema. La diffusion et la mise en place d'énergies renouvelables, éoliennes et solaires à travers de très grands parcs qui excluent les petites agricultures et les bénéficiaires de la réforme agraire de leurs terres parce que ils se retrouvent dans une situation de pression ou de mosaïque de petits agriculteurs au milieu de grandes propriétés d'élevage dont les sols sont complètement dégradés et qui, elles, ont intérêt à donner et à louer leurs terres aux entreprises d'éolien et de solaire. Il y a des controverses, il y a des difficultés au sein du mouvement social de l'agroécologie, au nord-est comme ailleurs, parfois des tensions entre agroécologie et agrobio, surtout quand l'agrobio se focalise sur des niches d'exportation et non pas sur une production diversifiée destinée au marché local ou national. Il y a des tensions entre agroécologie, adaptation au climat et au changement climatique et les propositions des institutions de recherche autour de l'agriculture climatiquement intelligente, dont on sait qu'elle est une, un déguisement par l'agrobusiness de ces propositions. Et il y a également des tensions avec les politiques dites d'agriculture durable, quand elles ne sont basées que sur le paiement de services écosystémiques et qu'elles oublient la dimension commune de création de communs et de valorisation de communs autrement que par des paiements. Et puis, bien sûr, il y a besoin d'une coordination, de renforcer les liens entre producteurs et consommateurs. C'est pas toujours facile, et surtout là où il y a des grandes villes. Ça nous ouvre à nous, les chercheurs, des perspectives de nouvelles questions de recherche euh, autour de la construction sociale des instruments de politique publique, autour du rôle des acteurs sociaux, non plus comme à travers des organismes traditionnels que sont les coopératives et les syndicats, mais tout ce qui passe par les réseaux, par divers types d'interactions et cadres de régulation qui sont mis à mal au Brésil actuellement, surtout depuis l'époque Bolsonaro. Il n'y a plus aucune norme environnementale, et notamment d'usage des pesticides, qui soit respectée. Et le gouvernement actuel n'a pas la majorité au Congrès pour changer cela. Il y a des opportunités de l'agroécologie par rapport à la déconstruction des politiques d'agriculture familiale et de réforme agraire depuis 2016. Ça peut être une nouvelle entrée, mais ça ne peut pas être la seule. Il faut penser l'agroécologie en coordination et en articulation avec les politiques agraires et foncières. Et c'est ça qui fait la spécificité du pôle syndical de la Borborema. Ils ont construit eux-mêmes un observatoire de la Borborema où ils ont intégré toutes les données foncières et des changements fonciers et du marché foncier pour pouvoir contrôler eux-mêmes, en même temps que le gouvernement, l'évolution du marché foncier. Voilà. Donc, j'étais un peu long. Je vous remercie et je suis à disposition pour des questions, des commentaires, critiques, bien sûr, et pour lancer le débat. Merci beaucoup. Merci de cette présentation et puis de tes efforts, hein. On sent bien que la voix n'est Oui, pas toujours complètement c'est pas guéri. au rendez-vous. Donc, merci beaucoup de ce bel effort. Euh, Inès vient de nous quitter et puis elle a laissé quelque chose, pas sous forme de question, mais sous forme de constatation, en disant que finalement, cette lutte entre une agroécologie, qu'on pourrait appeler authentique, et puis du greenwashing ou de la réappropriation sauvage par l'agrobusiness, ça peut rappeler certaines choses qu'on constate et qu'on vit en France.